Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Brazzaville ce week-end pour une visite de travail sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets d'intérêt commun et du Grand Lac, notamment les questions sécuritaires, étaient au centre de leur discussion. 24 janvier, journée mondiale de la culture africaine, la RDC, pays identifié par sa culture à travers la musique, véritable langage social. Au-delà du divertissement, vous suivrez un dossier dans ce journal sur la rumba congolaise classée comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO avec Diane Balaka. Mais avant cela, c'est dans la place à l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la télévision nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu hier à Brazzaville où il a rencontré à Oyo son homologue, le président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre d'une visite de travail à l'initiative de son hôte. Au menu, le renforcement de liens de bon voisinage et coopération. Des questions sécuritaires ont été également évoquées. À son arrivée à l'aéroport international de Lolobo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été accueilli en toute convivialité par son homologue du Congo-Brazzaville suivant. C'est samedi 24 janvier, en milieu des journées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a traversé le Poul-Malebo à destination de Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso. À l'aéroport international de Lombo, le chef de l'État a été accueilli par son hôte, initiateur de cette visite éclair. Comme à chacune de leurs rencontres, l'ambiance était très conviviale entre les deux chefs d'État dont le pays reste très lié par la culture, la géographie et l'histoire. Au palais présidentiel de Oyo, les deux dirigeants ont eu un entretien très fructueux sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils ont discuté du renforcement de liens de bon voisinage et de coopération compte tenu des atouts et du potentiel des deux pays. Les deux dirigeants ont également évoqué l'évolution de la situation sécuritaire dans la région et ses défis croissants, notamment les efforts visant l'instauration de la paix à l'est de la RDC. À l'issue de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa solidarité à son hôte pendant les joutes électorales qui se profilent. Je suis venu lui présenter mes vœux, nous sommes encore en début d'année, et lui manifester mon soutien parce que vous savez qu'il va entrer dans une bataille âpre dans quelques semaines. Donc il fallait lui manifester ma solidarité, mon soutien, mes vœux les meilleurs pour les combats qui l'attendent. Et bien évidemment, nous sommes chefs d'État tous les deux. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés.
mais qui ne sont pas respectés par certains. Donc ça, je vous laisse constater les choses. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Mais le constat est là, il y a des gens qui se sont engagés, notamment à Washington, et qui ne l'ont pas respecté. Mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité. Le président Tshisekedi et Sassou Nguesso se sont engagés à mener sans cesse des consultations régulières servant les intérêts et les aspirations des deux peuples. Dans la soirée, le président Tshisekedi a repris son avion pour Kinshasa. Revenons en RDC, précisément à l'est, où les activités reprennent à Uvira progressivement depuis le retrait de rebelles de l'AFC M23, marqué par les retours de FARDC et du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. Le marché, comme celui de Moulongué, rouvre et la circulation reprend, bien que la situation sécuritaire reste préoccupante. Boutique d'habillement, vendeuse de poissons, station-service ouverte, quelques étalages de savons et biens de consommation, tels les nouveaux visages d'Uvira. Les activités commerciales ont repris dans cette partie de la province du Sud Kivu, au grand bonheur des résidents, comme les témoigne cette habitante. Nous sommes dans la grande joie de vivre la sécurité dans notre cité, car le bon Dieu nous a ramené une nouvelle paix qui chasse l'esclavagisme. Nous avons cette situation et nous les femmes étions victimes de viols et autres atrocités. Chose que salue également ces chauffeurs du tricycle, un moyen de transport très utilisé localement. Kwa kweli yenye tunaweza hakikisha kwa saizi, Nous ne pouvons pas passer sous silence cette victoire gouvernementale avec nos troupes qui ont bouté dehors l'ennemi qui nous avait beaucoup tracassés. Nous, les Congolais d'Uvira, vivons maintenant en paix. shi bakongomani tuko Uvira na tunahakikisha kama kuko amani. Les départs des rebelles de l'AFC M23 d'Uvira suscitent la joie chez les femmes, premières victimes de la rébellion. Cependant, les rebelles se sont éloignés uniquement à 35 km d'Uvira, précisément dans la localité de Kabunambo, contrairement aux exigences américaines qui stipulent 75 km, soit jusqu'à Kamanyola. Un périmètre sécuritaire qui est en train d'être effectué ici à Uvira par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, la ville a été détruite. Plusieurs institutions publiques de l'État ont été vandalisées et détruites par le passage de ces éléments rebelles. Ici à Uvira, Rigel Shindano, derrière la caméra, Fiston Wavingana pour la RTC. Je l'ai dit de tantôt, dans la ville d'Uvira, l'autorité de l'État s'affirme davantage. Le gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, y est de retour. Vous l'avez suivi, signe éloquent d'un retour au calme et l'adhésion populaire se passe de tout commentaire. Reportage et Bichara. La ville d'Uvira dans le sud Kivu reprend vie. Elle sort de sa torpeur imposée par la brigade avancée du Rwanda, la FCM23. Pendant quelques semaines d'occupation, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Pouroussi Sadiki, est de retour à Uvira, où les institutions provinciales du Sud Kivu siègent momentanément. Il a traversé la frontière entre le Burundi et la RDC en recevant un accueil chaleureux. Les images en disent long sur l'expression de joie d'une véritable libération après des semaines sous les jougs de l'armée rwandaise. Une véritable communion avec la population qui voit ainsi s'affirmer le retour de l'autorité de l'État. L'autorité provinciale sillonne les rues, échange avec les riverains, un contact direct pour les rassurer. Il a transmis les messages du chef de l'État à la population et lui a affirmé que les pertes subies durant l'occupation de cette contrée par l'AFC M23 seront prises en compte dans le plan de réponse à la crise élaboré par le gouvernement de la République.
Quittant Uvira pour Ituri, la route provinciale 434 renaît sous l'état de siège. Autrefois impraticable, la route provinciale numéro 434, longue de près de 80 km en territoire d'Arou, connaît aujourd'hui une nouvelle vie, entièrement réhabilitée sous l'état de siège. Cet axe stratégique offre désormais confort, sécurité et fluidité aux usagers. Suivons ce reportage. Autrefois un mythe, aujourd'hui une réalité sous état de siège. Rouler à plus de 100 km à l'heure est désormais possible sur la route provinciale numéro 434, long de 80 km à province d'Ituri. Cette performance est le fruit d'une expertise éprouvée, mise en œuvre par l'entreprise OGK Construction Sarlu sur cet axe entièrement réhabilité. La sensation est comparable à un voyage en avion. Confort, fluidité et sécurité. Une réalisation qui répond aux attentes de la population et redonne vie à cet important corridor routier. Je remercie les boss Kenda ainsi que les gouverneurs militaires. Autrefois, la route était sinueuse et en très mauvais état, rendant la circulation presque impossible. Aujourd'hui, elle a été redressée et les usagers circulent librement. Une mission d'inspection technique menée par une délégation mandatée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, s'est imprégné de la qualité des travaux réalisés du tronçon Kamaka Nzinzi. Ils ont fait vraiment un travail qui nous a épatés. Les conseils ont été bien suivis, ils ont respecté les normes. Notre déshydratat du moment, c'est que la maintenance de cet ouvrage nous soit confiée. Ça va nous permettre de bien suivre l'ouvrage, étant donné que c'est nous qui l'avons réhabilité après autant d'années. Si quelque chose est bien fait et quelque chose qui a été promis et réalisé, pourquoi pas accepter? Cette dynamique s'inscrit dans la vision du président de la République qui place les infrastructures au cœur du redressement national. À Ituri, sous état de siège, les routes deviennent de symboles de stabilité et de développement. La semaine du président a été marquée par sa participation à la 56e édition du Forum économique mondial à Davos. Nous sommes là en Suisse. Félix-Antoine Tshisekedi a également répondu présent à l'invitation du président français Emmanuel Macron à Paris. Les détails des activités du chef de l'État avec Jean-Pierre Kibambe-Soumouissa. La ville de Davos, en Suisse, a abrité du 19 au 23 janvier 2026 la 56e édition du Forum économique mondial auquel ont participé des dirigeants politiques, des responsables d'entreprises, des scientifiques et la société civile, tous venus de différents pays du monde entier. Invité à ces grands rendez-vous annuels des dirigeants mondiaux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Davos, ville des Alpes suisses, dans la soirée de dimanche 18 janvier. Outre la cérémonie d'ouverture du forum, le chef de l'État a pris une part active à la session intitulée « Partenariat stratégique sur les minéraux et investissements ». Dotée d'un immense potentiel, la République démocratique du Congo considère qu'il y a une place pour tout le monde au pays, mais à une condition de travailler avec la RDC dans la transparence et dans le respect des intérêts stratégiques. Tout doit être clair, traçabilité, contrat lisible, lutte contre les circuits illégaux, créer de la valeur en RDC par la transformation locale de ces matières précieuses, des emplois, des compétences et des infrastructures. La République démocratique du Congo prône un dialogue fondé sur des règles claires, souveraineté respectée, paix vérifiable et engagement tenu. À Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des activités à marge de la 56e édition du Forum économique mondial. Le chef de l'État a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi Philippe des Belges et le ministre des Affaires étrangères de la Belgique Maxime Prévost. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le président de la République a aussi eu des échanges avec Sultan Ahmed bin Sulayem, président, directeur général de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde. Les investissements stratégiques de cette multinationale dans la digitalisation et la logistique multimodale RDC étaient au menu de leur entretien. Abdullah Al-Moussaïbe, président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, a été aussi reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La BADA
est une institution financière et technique entre les pays arabes et africains créée pour incarner la solidarité afro-arabe sur une base d'égalité et d'amitié. L'entretien a porté sur les possibilités du développement des chaînes de valeur agricoles et industrielles s'appuyant sur des ressources naturelles de la RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi prêté une oreille attentive au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique venu présenter un ambitieux projet technologique et le financement d'un projet hospitalier en RDC. En Suisse, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le président Isaac Herzog d'Israël. Le chef de l'État israélien avait effectué une visite historique à Kinshasa au mois de novembre dernier. Le renforcement de relations bilatérales entre la RDC et Israël était au cœur de leurs échanges. La Suisse n'a pas été à marge dans l'agenda des audiences du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu le vice-président de la Confédération. Le renforcement de bonnes relations bilatérales entre la RDC et la Suisse était au cœur de cette entrevue. La série des audiences accordées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturée par la rencontre avec le cofondateur et directeur général des Mercuria Energy Group, une entreprise clé du groupe mondial des matières premières dont le partenariat avec la Gécamine vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et à garantir un accès privilégié au marché ambitieux. Les positionnements de la République démocratique du Congo dans les grands enjeux mondiaux, c'est le moins que l'on puisse dire de toutes ces audiences accordées par le président de la République à Davos à marge du Forum économique mondial. Aucun salon international ne se tiendra désormais sans la voix de la RDC dont l'ambition est de façonner l'avenir de la planète en tant que pays solution. Après Davos dans les Alpes suisses, où il a participé au 56e Forum économique mondial, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron, qui a accueilli chaleureusement son hôte de marque sur le perron de l'Élysée. Les cérémoniales d'accueil terminées, les deux chefs d'État ont eu des entretiens à huis clos sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans le nord et le sud du Kivu en proie aux exactions de l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 et au renforcement de la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé à son homologue Félix Tshisekedi le soutien de la France à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux efforts pour parvenir à un cessez-le-feu effectif et vérifiable dans l'est de la RDC. Plusieurs faits ont également marqué l'actualité au cours de la semaine qui s'achève, notamment la flambée de prix de produits de première nécessité sur le marché, l'inauguration de la voie ferrée rénovée dans le Lualaba, le préparatif de la conférence du gouverneur au Kwilu, la situation sécuritaire à Uvira, l'incendie à l'hôpital de référence du Sud Kivu et autres, nous sont décortiqués ici dans cette séquence, semaine en 5, avec Serge Menemata. La Commission électorale nationale indépendante a déploré dans la semaine la destruction de son antenne basée dans la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, et le pillage systématique des matériels électoraux et logistiques essentiels au bon déroulement du processus électoral. Face à la situation critique dans la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, à la suite d'atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs, la coalition AFC M23, le gouvernement de la République, a pris quelques mesures d'urgence afin de coordonner la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire. À quelques mois de la tenue dans le Kwilu de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces, les travaux de réhabilitation de l'aéroport et des routes de Bandundu-Ville et Kikwit se sont accélérés. Une séance d'évaluation s'est tenue à la primature et l'a portée sur l'évaluation des préparatifs infrastructurels au Kwilu. À Chikapa, dans le Kasaï, les travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique Lungu-Dudu évolue normalement bien.
avec pour objectif de renforcer l'approvisionnement en électricité de la ville de Chikapa et des 6 environs. La province du Lualaba a franchi dans la semaine une étape importante dans le renforcement de ses infrastructures de transport avec l'inauguration des nouvelles déviations de la voie ferrée reliant les gares de Fungurume et de Kwatebala, un ouvrage stratégique destiné à fluidifier les trafics et soutenir l'activité minière dans cette partie du pays. Vers l'installation en République démocratique du Congo d'une unité de production et d'assemblage d'engins lourds, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a conclu à cet effet un partenariat concret avec la société chinoise Luigong pour la concrétisation d'un projet axé sur la technologie, l'industrie locale et la formation de la jeunesse. Un centre d'urgence pré-hospitalière pour traiter des cas compliqués sera bientôt installé au sein des centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique lors de sa descente sur le lieu. Au sujet de l'affaire dite Joye Chumbu Tikaye Akinde, 3 policiers ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter sur le marché. Les acheteurs ont exprimé cette semaine leur peine à s'approvisionner en ce moment. Les vendeurs, eux, ont rejeté plutôt la responsabilité aux grossistes. En page noire, après les derniers hommages lui rendus par ses collègues, agents et cadres de la RTNC et autres professionnels des médias regroupés au sein des différentes associations, les journalistes des informations télévisées et directeur de l'ICA RTNC, Médard Liévin Bouyal Mongala, a été conduite en sa dernière demeure au cimetière Nécropole 1 de Lansele. Si vous ne le savez pas, eh bien, notons que la journée de la culture africaine est célébrée le 24 janvier de chaque année en RDC. La culture est symbolisée en partie par la musique, présente à chaque moment de la vie. Elle va donc bien au-delà du divertissement, véritable langage social. La musique congolaise trouve également son identité dans la rumba congolaise, classée comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, suivant ces dossiers que nous proposent Diane Balaka et Diego Mampalaka. Chaque 24 janvier, le monde célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. En République démocratique du Congo, cette culture a une voix, un rythme et une identité, la musique. Dans sa diversité et sa richesse, la musique est pour les Congolais la cerise de tous les événements, heureux comme malheureux. Chaque moment de la vie est ici une occasion de savourer et cette merveille qui tisse la toile des relations sociales entre peuples. Pendant la cuisson, la musique accompagne notre travail jusqu'à l'arrivée des clients. Elle met de la gaieté et de la bonne humeur. Bien mieux qu'un simple divertissement, la musique est devenue un véritable outil de communication et de publicité, un vecteur de messages ciblés qui entretient le lien entre culture et mœurs. Oui, bon, la culture, c'est l'ensemble de valeurs, de pratiques, de tout ce qu'on fait finalement. Mais le mœurs, c'est l'expression de cette culture. C'est la façon maintenant d'exprimer cette culture par nos comportements. Comment est-ce que nous faisons nos fêtes, comment est-ce que nous pleurons nos morts, comment est-ce que nous réfléchissons, tout ça c'est maintenant dans le mœurs. Cependant, la problématique de l'utilisation de la musique comme outil promotionnel de l'identité culturelle congolaise demeure entière. Notre musique a grande importance dans la promotion de la culture congolaise parce que la musique, en tant qu'art vivant, est un élément fédérateur. Grâce à la musique, avec 450 tribus qui constituent notre pays, grâce à la musique, eh bien, toutes ces tribus-là se retrouvent
Et évidemment, dans cette diversité-là, il y a aussi l'unité. Alors que la question des contenus véhiculés par la musique reste pendante, la rumba congolaise, classée en 2021 patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, joue pleinement son rôle dans la promotion de l'identité culturelle du pays. Il était temps que l'UNESCO puisse se rattraper, parce qu'on parlait déjà de l'influence, il fallait simplement une reconnaissance et c'est une bonne chose pour notre musique. Depuis le 14 décembre 2021, si je ne m'abuse, la rumba congolaise est classée dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça, c'est vraiment une belle occasion pour nous de faire la promotion de notre musique à travers le monde. Et bien, si on en est arrivé là-bas, c'est déjà parce que nous en avons fait la promotion, particulièrement la radio-télévision nationale congolaise à l'époque. Il a beaucoup contribué. La radio nationale y a beaucoup contribué. Puis nos artistes musiciens, par leur production scénique internationale également, y ont beaucoup contribué. Aujourd'hui, la musique congolaise traverse les frontières. Elle fait danser le monde et valorise la culture congolaise à l'international. Aux Congolais de protéger cet héritage et de les transmettre aux générations futures. D'abord, les jeunes doivent savoir qu'on leur lègue quelque chose. On leur lègue la musique. Bon, maintenant, c'est à eux de conceptualiser, de marquer, de savoir encadrer cette musique-là pour qu'eux aussi, un jour, ils puissent transmettre. En cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, la musique congolaise rappelle qu'elle est bien plus qu'un son. Elle est identité, mémoire et fierté, un vecteur puissant de la culture congolaise ici et ailleurs. Pendant que... Merci Diane Balaka pour ce beau récit. Non au vandalisme. La ligne Panda Caravia dans la ville de Lubumbashi a été victime d'un acte de sabotage, acte qui risque de perturber et impacter lourdement sur les activités économiques dans la province du Haut-Katanga. Cédric Kenina, Yvette Makonti. Pendant que la Société nationale d'électricité accélère la modernisation de ses outils de production pour améliorer la desserte en énergie à travers les pays, des mains criminelles s'emploient à plonger certaines régions dans le noir. Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026, un acte de sabotage grave a visé la ligne haute tension Panda Caravia, poumon énergétique du Haut-Katanga. Le pylône numéro 261 situé dans la ville de Lubumbashi a été vandalisé par des individus non identifiés. Des trous de plus de 2 mètres de profondeur ont été creusés à sa base, fragilisant ainsi dangereusement cette infrastructure stratégique des transports de l'énergie électrique. Ce pylône, par exemple, à 4 pieds, et à côté de chaque pied, on a creusé juste pour voler les piquets de terre qui sont en cuivre. Cet acte qui est posé de cette manière va commencer à provoquer des déclenchements répétitifs lorsqu'il y a des subtensions, lorsqu'il n'y a plus de protection. Mais nos équipes techniques vont s'y mettre pour essayer de remplacer les piquets qui ont été volés par d'autres piquets en acier. Nous avons fait 161 pylônes et c'est la situation pour chaque pylône. On a enlevé les piquets de terre. Un acte aux conséquences potentiellement dramatiques. Un effondrement du pylône pourrait provoquer un chaos énergétique, paralysant industries, entreprises minières et ménages. Ils n'ont pas seulement coupé les conducteurs, mais ils sont maintenant en train de creuser tout le long de la ligne, en creusant à côté des pylônes qui vont s'écrouler. Et lorsqu'ils vont s'écrouler, c'est non seulement la SNEL qui va avoir les manques à gagner, mais c'est toute la République parce que ces courants, on le donne aux miniers. Et les miniers, quand ils travaillent, ils permettent à l'État congolais de récolter l'impôt. Sur le terrain, la SNEL SA ne baisse pas les bras. Les techniciens sont déjà à pied d'œuvre, mobilisés pour sécuriser les pylônes endommagés et prévenir les pires. Là-bas, parlant de la lutte contre les érosions, la gouverneure Fifi Masuka en fait l'une des priorités. Elle a donc dépêché son ministre en charge des infrastructures pour superviser les travaux à la tête d'une érosion monstre déclarée dans l'agglomération de Kibuiza, dans la ville de Kolwezi. Les travaux ont atteint près de 65% à la grande satisfaction de la population. Dans une démarche résolue et déterminée, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, le professeur Moïse Moukepe Kailou, a lancé une opération de terrain sans précédent sur les sites de Kibuiza, dans le territoire de Muchacha.
Vendredi 23 janvier 2026, cette mission s'inscrit dans la poursuite de l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de lutte contre la terre d'érosion qui menace cette partie du territoire des Muchacha. Autour du ministre, les responsables des services techniques provinciaux, experts de son cabinet et entrepreneurs affichent une mobilisation sans faille, prêts à faire face aux catastrophes naturelles avec une détermination absolue. Cette démarche sur le terrain répond aux vœux de la gouverneure Masuka Sainififi, dont l'engagement pour la sécurisation des populations et la modernisation des infrastructures reste constant et exemplaire. Elle traduit également la volonté politique de son mentor Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire du développement des infrastructures une priorité. Parallèlement, des avenues sont en pleine réhabilitation, signe visible de la volonté provinciale de redonner un visage sécurisé et moderne à la voirie et de propulser la province du Lualaba vers un avenir radieux. Cette tournée qui a conduit les ministres dans plusieurs quartiers de la ville et ses périphéries, notamment dans des zones fortement exposées aux phénomènes érosifs, vise à évaluer les risques et à prévenir de nouveaux dégâts. Ce véritable tour d'horizon mené avec détermination et passion s'est poursuivi jusqu'à tard dans la soirée. La nuit n'en a rien freiné l'ardeur du ministre déterminé à palper du doigt les réalités du terrain et à trouver des solutions concrètes aux défis qui s'éposent à la province. Médard Liévin Bouyal Mandal s'en est allé, ancien directeur de la direction des enquêtes et magazines aux Infos TV et directeur à l'Institut congolais de l'audiovisuel, décédé à Kananga. Le 7 janvier 2026 a été conduit à sa dernière demeure hier samedi 24 janvier. Après la levée du corps à l'hôpital du Centenaire, la RTNC lui a rendu les derniers hommages. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication et Médias et la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Ils étaient tous venus lui dire adieu, membres de famille, collègues de service, amis et connaissances. Sur les parvis de Maman Anguibi, qui a vu pendant plusieurs années Médard Bouyal Mangala aller et revenir pour un reportage ou une tâche professionnelle, s'est dressé une chapelle ardente pour accueillir sa dépouille. Les émotions sont autant intenables que le chagrin était perceptible. Plus de 30 années de carrière, les marques de Bouyal ont transcendé les directions de la RTNC. Son influence est allée au-delà de la corporation. Ceux qui l'ont côtoyé ont essayé de le faire revivre par des témoignages. De la radio-télévision nationale congolaise à ses promotionnaires de la 15e promotion de l'IFASIC, sans oublier la société. Le bien de Médard, son humilité, son savoir-faire, son intelligence ont pris les dessus sur les émotions pour peindre ce professionnel pointilleux, ce journaliste méticuleux, cet analyste politique passionné, ce docteur à titre posthume. Médard Bouyal était une intelligence vive, toujours en éveil. Au sein de la rédaction française, plus précisément dans la sous-direction des enquêtes et magazines, il a joué un rôle majeur. Il était de ceux qui élevaient le débat, de ceux qui appelaient les journalistes à leur rôle premier. Informer avec responsabilité, penser avec liberté, servir avec dignité. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a rendu hommage à la plume de Médard par cette gerbe de fleurs. Le président du conseil d'administration, Floribert Loboto, et les administrateurs de la radio-télévision nationale congolaise se sont inclinés devant la mémoire de Bouyal. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, promotionnaire de Bouyal Mangal, et le directeur général adjoint l'ont honoré. Chaque fleur déposée exprime une volonté. Chaque pas vers ce cercueil rappelait un souvenir de Médard, et en file indienne, chacun avait le sien pour lui rendre ses derniers hommages. Médard Liévin Bouyal Mangala, tu peux reposer en paix. Ta grandeur te survivra. Doux repos, cher aîné, cher directeur, mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous mettons fin à ce journal coordonné par Fifi Mukundi.
Francel Kongolo était à la réalisation et Eric Djouké était à la prise de vue. Nous n'oublions pas Gauthier Kiassi qui était à la rédaction. L'actualité continue. Sur la nationale, à 19h, je serai relayée sur ce plateau par Madame Bobette Yenga. 20h, une présentation de Cédric Kenina. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.